tout le monde. Donc, je suis Sylvie Benzoni, la directrice de l'Institut Henri Poincaré. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette conférence aussi nombreuse et nombreux. C'est une conférence qui se situe dans le cadre du trimestre qui se termine en ce moment à l'IHP et qui porte sur les mathématiques de l'image. Et donc je vais en fait laisser la parole à l'un des organisateurs de ce trimestre qui va faire le chairman pour la conférence, donc Gabriel Perret. Voilà, bonne conférence. Merci Sylvie. Donc c'est un plaisir d'accueillir Stéphane Mala pour cette conférence grand public donc, du 3e workshop de notre trimestre. Donc Stéphane, il est membre de l'Académie des sciences et il est actuellement au Collège de France comme professeur, titulaire de la chaire Sciences des données. Avant ça, il a été professeur au Courant Institute à New York, professeur à l'École Polytechnique, professeur à l'École Normale. Et je ne vais pas dire beaucoup de choses sur ses recherches, parce qu'il va nous en parler. Je vais juste dire qu'il a un spectre de recherche extrêmement large qui couvre vraiment toutes les sciences des données, traitement du signal, traitement d'image, apprentissage, deep learning. Donc, je pense qu'il va nous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Et donc, je te laisse la parole, Stéphane. Merci beaucoup. Vous m'entendez là? C'est bon. Oui, donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous donner un peu un aperçu de ce que c'est que l'intelligence artificielle en partie de nos jours et ce que ça veut dire essayer de faire des mathématiques dans le domaine. Donc je vais présenter un peu ce domaine de façon large et on verra que l'intelligence artificielle, c'est beaucoup devenu de l'analyse de données. Mais je voudrais dédier cette conférence à ces trois gagnants du prix Turing, que sont Joshua Bengio, Geoffrey Hinton et Yann Lequin, qui se trouve être français, parce qu'ils ont vraiment fait un très très beau travail dans le domaine, qui a en partie révolutionné ce domaine, et je parlerai un peu de ces réseaux de neurones profonds. Donc l'intelligence artificielle, elle est née d'un point de vue très très différent. Dans les années 50, McCarthy, qui était professeur au MIT, a lancé ce mot intelligence artificielle, où l'idée c'est d'essayer de faire des machines qui ont des capacités semblables aux capacités humaines. Et à cette époque, on a vu ça comme véritablement un challenge de capacité d'inférence, de capacité de logique, d'être capable de développer des raisonnements comme on est capable de le faire. Et le modèle un peu, c'était la machine de Turing, l'ordinateur. Le type de challenge qu'on voyait devant, c'est par exemple être capable de jouer aux échecs aussi bien qu'un maître des échecs pourrait le faire. Et derrière cette idée, il y avait cette idée que finalement la connaissance, on peut l'organiser à travers un certain nombre de symboles, de propositions logiques qui peuvent être vraies ou fausses. Et à partir de ces propositions logiques, on peut en déduire des nouvelles avec les règles de la logique. Par exemple, un petit exemple élémentaire, John aime Marie, Marie est à la soirée. Et donc, à partir de là, on peut faire de l'inférence. Quelqu'un que John aime va venir à la soirée. Alors, ça, c'est très simple ici, mais évidemment, l'idée, c'est de capturer des connaissances dans des domaines beaucoup plus complexes et donc d'essayer d'établir ces propositions qui pourraient décrire le monde, à partir desquelles on pourrait découvrir des nouvelles choses avec ces règles d'inférence. Et ça, ce point de vue, ça a été aussi à la base de nombreux développements, y compris en sciences humaines, en linguistique, avec les langages formels qui ont été développés par Chomsky, où le principe central, c'est qu'il y a un lexique, mais il y a aussi une grammaire, et ces grammaires suivent des règles fondamentales qui sont les mêmes à travers les différentes langues qu'il faut découvrir, et c'est ce processus logique appliqué à la fois sur les grammaires en lien avec le lexique qui permet d'avoir accès à la langue. Et vous avez eu les développements de systèmes experts, de langages spécialisés comme Lisp, Prolog, etc. Alors, ce mouvement a abouti à un échec partiel. Un échec partiel parce qu'on s'est rendu compte que la description d'un monde complexe avec des propositions logiques, c'est extraordinairement difficile. On arrive constamment à des exceptions et puis une explosion combinatoire du nombre de propositions qui fait que
on arrive avec ce genre d'approche à décrire des phénomènes très spécialisés, assez simples, mais pas des problèmes qui vont par exemple consister à comprendre comment guider même une voiture, comment jouer aux échecs ou jouer au Go, etc. Donc la question qui s'est posée à partir de là, c'est est-ce qu'on peut aller un peu au-delà de cette approche logique? Et là, on a vu s'engager un balancier vers des approches beaucoup plus empiriques. Finalement, l'intelligence artificielle, il s'agit d'une certaine manière d'acquérir des connaissances et donc à la base de se poser la question, c'est quoi la nature de ces connaissances? Et historiquement, on sait bien en philosophie, théorie de la connaissance, qu'il y a deux approches extrêmes sur lesquelles il y a un balancier constant depuis les 2000 dernières années, avec d'un côté un point de vue complètement rationaliste à l'extrême Platon, où finalement on n'acquiert rien de nos sens, des données, parce que ces données les sens sont trompeurs, et donc tout vient du raisonnement et éventuellement, dans le cas platonicien, de ce que l'on a de façon complètement innée, des connaissances qui sont innées, jusqu'à l'autre extrême, beaucoup plus anglo-saxonne, de 17e, 18e, Locke, Hume, pour qui la connaissance ne peut être qu'empirique. Et il n'existe même pas de causalité démontrable pour Hume. Tout ce qu'on peut avoir, c'est des séquences d'événements. Et dans le cas de Locke, toute connaissance est à la base empirique. Et c'est à partir de ces connaissances empiriques qu'on peut construire une compréhension du monde. Et vous avez cette oscillation qui est constante, de 17e, Descartes, pour lui, la connaissance, aussi, point de vue tout à fait rationaliste, est avant tout une connaissance acquise par l'inférence, et du coup, des sciences comme la médecine, la physique sont tout à fait douteuses. La vraie science, ce sont les mathématiques, parce que là, au moins, on peut être sûr, on peut démontrer les choses de façon rigoureuse. Donc, cette oscillation, en fait, c'est exactement l'oscillation qu'on a vue au cours des 50 dernières années. On est passé d'une approche totalement rationaliste où la base de la connaissance est établie par la logique et par l'inférence à une approche qui est beaucoup plus empirique. Et ça a été véritablement la renaissance de l'IA. La renaissance à travers l'acquisition de données, à travers l'apprentissage statistique. Et là, tout d'un coup, et on le verra, l'acquisition de connaissances se fait plus simplement par la logique, mais d'une certaine manière plus par l'analogie, par de la géométrie, d'essayer de comprendre la mise en correspondance de phénomènes, d'établir des relations, un peu comme on peut établir des relations dans un espace géométrique, sauf que la difficulté, c'est de comprendre la nature de cette relation, de cette analogie, et donc de construire d'une certaine manière ces distances. Et donc, ce changement, d'une certaine manière, de paradigme qui a été, s'est fait un peu en parallèle à partir des années 50 avec l'apparition des réseaux de neurones, a vraiment explosé au cours des 10 dernières années avec ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire l'acquisition complètement faramineuse de données, l'accélération des capacités de calcul des ordinateurs, et ça a surtout fait des liens avec bien d'autres domaines. Actuellement, les sciences des données, l'intelligence artificielle n'est plus séparée de la physique. Il y a beaucoup de recherches à l'interface, beaucoup de recherches à l'interface avec la neurophysiologie, et c'est un peu un aperçu de tout ça que je voudrais vous montrer. Alors, les sciences des données ou l'intelligence artificielle, comme vous voulez l'appeler au sens empirique, donc comme je disais, le but, avant tout, c'est d'extraire de la connaissance. Et donc la nouveauté, c'est l'apparition de ces masses absolument impressionnantes de données, l'accélération, la vitesse des ordinateurs. Alors les données, elles peuvent être de n'importe quel type. Ça peut être par exemple de la parole. Donc là, vous avez une séquence temporelle qui va vous donner la pression que vous obtenez à partir du micro, à partir duquel vous avez un son. Ça peut être des lettres dans un texte, dans un livre. Ça peut être des images. Ça peut être les données de pièces d'un jeu de Go ou d'un jeu d'échecs sur l'échiquier. Ça peut être tous les senseurs que vous avez actuellement sur une voiture autonome, des radars, des lidars, des caméras, des micros. Ça peut être évidemment les quantités considérables de données qui sont maintenant actives en médecine, les IRM, les examens biologiques, etc.
Et puis, ça peut être aussi toutes les données, évidemment, de votre vie privée que vous transmettez gracieusement à Google, etc., à partir ou avec vos cartes Visa, à partir desquelles on peut obtenir beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'analyse de données? Déjà, il y a un point, d'un point de vue mathématique, qui est en commun avec tous ces problèmes, c'est que vous avez énormément de variables dans n'importe lequel de ces données. Si vous prenez un signal audio, vous avez de l'ordre d'1 million de points par minute, l'ordre d'1 million de points dans une image, voire plus actuellement, de l'ordre aussi d'1 million de lettres dans un livre. Si vous prenez un réseau social, vous avez de l'ordre d'1 milliard d'agents qui sont en train d'interagir. Et puis évidemment, la reine de la grande dimension, c'est la physique. Si vous prenez quelques grammes de carbone, vous avez 10 puissance 24, c'est-à-dire des milliards de milliards de milliards d'atomes qui sont en interaction. Donc très grande dimension. Et à partir de là, vous avez deux types de problèmes qu'on peut poser. Le premier type de problème, c'est d'essayer de modéliser ces données. Une image, c'est pas n'importe quoi, des sons, des musiques, ça a de la structure. C'est quoi la nature de la structure de ces données? Comment est-ce qu'on peut modéliser ça? Si vous pouvez modéliser, à ce moment-là, vous pouvez comprimer vos données, vous pouvez les restaurer, vous pouvez même faire de la synthèse de nouvelles données, par exemple de nouvelles images. Et puis, il y a ce qui est beaucoup plus lié à cette notion d'intelligence artificielle, c'est-à-dire être capable de faire de la prédiction, donc de répondre à des questions à partir des images, ou des sons, ou des données que vous avez. Donc, par exemple, ça peut être faire de la reconnaissance d'images, reconnaître la personne qui parle, ou reconnaître ce qui a été dit, faire un diagnostic médical, de l'analyse de texte, la traduction, comme vous pouvez les voir actuellement, ou prédire de la physique. Enfin, tous ces types de problèmes se retrouvent être simplement, vous avez des données, une question, répondre à la question. Et donc c'est là qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'apprentissage statistique, qui est au cœur du renouveau donc de cette intelligence artificielle. Alors ce que je vais commencer par essayer de faire, c'est vous introduire ce que c'est qu'un algorithme d'apprentissage statistique et pourquoi est-ce que ça marche et quand est-ce qu'éventuellement ça ne marche pas. Donc le problème est suivant, vous avez des données, et donc dans toute cette présentation, les données, je les appellerai X, et vous posez une question sur ces données et vous voulez trouver la réponse que je vais appeler ici Y. Donc par exemple, quel est l'animal dans cette image? Et la réponse, c'est un Y. Et donc, pour trouver cette réponse, eh bien, ce qu'on va construire, c'est un algorithme d'apprentissage sur lequel on va rentrer X, c'est-à-dire les données, et ce qu'on espère, c'est qu'il vous donne une bonne estimation de la réponse. Alors, quelle est la particularité de ces algorithmes d'apprentissage? C'est que ce sont des algorithmes qui sont paramétrés, donc qui ne sont pas complètement configurés au départ. Et comment est-ce qu'on va les configurer? C'est lors de la phase d'apprentissage. Dans la phase d'apprentissage, on va utiliser des exemples, un peu comme un petit enfant qui apprend, on lui donne non pas des règles, mais des exemples, il va entendre de la parole, par exemple, pour découvrir la langue. Et bien pareil, on va donner des exemples. Donc par exemple, des exemples d'images pour lesquels on va dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un cheval, etc. Et puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'optimiser les paramètres de l'algorithme de manière à ce que sur les exemples qu'on lui a donnés, il ne fasse pas d'erreur. Donc, il redonne la bonne réponse sur les exemples qu'on lui a donnés a priori. Donc ça, ce n'est pas très compliqué à faire, mais évidemment, ce qu'on va demander à l'algorithme, c'est d'être capable de généraliser, c'est-à-dire d'être capable, à partir d'une nouvelle donnée qu'il n'a jamais rencontrée, de trouver la bonne réponse. Et donc la question, c'est comment ça se fait, d'où vient ce miracle de la généralisation, comment ça se fait qu'on peut trouver une réponse sur une question ou des données qu'on n'a jamais rencontrées. Alors là, il y a un peu deux points de vue qu'on peut adopter dans ce domaine, et par les chercheurs. Il peut y avoir un point de vue plus mathématique qui va essayer de chercher quelles sont les racines, quelles sont les raisons pour lesquelles on peut généraliser et quand est-ce qu'on ne peut pas généraliser. Et puis vous avez un point de vue plus algorithmique qui va être plutôt du domaine de l'informatique, où vous allez essayer de développer des algorithmes qui sont capables de le faire. Et vous le verrez, d'une certaine façon, actuellement, l'informatique a une avance considérable sur les mathématiques, au sens où vous avez des algorithmes qui fonctionnent très bien et dont on ne comprend pas le principe, et notamment ces réseaux de neurones profonds dont j'ai parlé, ou plutôt qui sont à l'origine de ce prix Turing.
Alors, pour revenir à la généralisation, d'où vient l'idée? L'idée, en fait, elle est très simple. Elle vient simplement du fait qu'il existe une régularité dans les données et que cette régularité, elle est découverte à partir des quelques exemples que vous avez. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple. Imaginez que vous ayez un récipient. À l'intérieur, vous avez de l'eau et la question que vous vous posez, c'est est-ce que l'eau va être sous forme de glace, de vapeur ou liquide à partir de deux données que vous avez au départ, qui est la température et la pression. Donc X a deux variables, température et pression, et je vous donne X, et à partir de ça, l'algorithme va devoir trouver est-ce que c'est de l'eau, de la glace, etc. Donc comment ça va se passer? Un X comme ça, donc il y a deux variables, je peux le représenter comme un point dans un plan, comme ceci. Et puis, je vais avoir plein d'exemples comme ça. Donc, le vert, par exemple, c'est de l'eau. Le bleu, c'est de la glace. Ici, ça va être plutôt de la vapeur. Et à partir de ces exemples, maintenant, je veux récupérer un nouvel X et savoir sous quelle forme va être l'eau. Alors, l'idée qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de savoir est-ce que X appartient plutôt à la zone liquide, plutôt à la zone vapeur ou glace. Autrement dit, ce qu'on a besoin de trouver, c'est les frontières entre ces domaines. Et les frontières entre ces domaines, ça peut être par exemple ça. Après tout, ces frontières sont parfaitement admissibles, elles ne vont faire aucune erreur sur les données. En même temps, quand on regarde ces frontières, on se dit que ce n'est pas très naturel. Ce n'est pas très naturel parce que la physique est régulière. A priori, si on bouge un petit peu la température et la pression, on ne s'attend pas à ce que tout d'un coup l'eau devienne vapeur, puis liquide, puis glace. Donc on se dit que les frontières elles-mêmes devraient être assez régulières, donc il y a ce phénomène de régularité qu'on doit pouvoir utiliser, et ça a priori c'est une frontière qui est beaucoup plus naturelle pour un problème comme ça. Alors l'idée ça va être d'utiliser cette régularité pour être capable d'estimer les frontières. Et donc on va essayer d'estimer des frontières bien régulières à partir des exemples qu'on a là. Et on va essayer de faire ça avec un algorithme. Alors l'algorithme le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est l'algorithme du plus proche voisin. Donc l'idée est la suivante. Ce point X, est-ce qu'il est plutôt liquide, vapeur ou glace? Parce que je vais simplement faire, c'est regarder quel est le voisin le plus proche. Et si le voisin le plus proche ici, il est liquide, je vais me dire a priori, il y a plus de chances pour que ce soit du liquide. Si on fait ça, cet algorithme du plus proche voisin, eh bien en fait ça revient à établir des frontières qui vont être comme ceci, régulières par morceau, et dans ce cas-là, ça va vous donner une réponse qui est tout à fait raisonnable si vous avez suffisamment de données proches des frontières. Donc finalement, en apparence, le problème n'a pas l'air si compliqué. Alors pourquoi est-ce qu'il est beaucoup plus compliqué que ça? Il est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, dans votre problème, vous n'allez pas avoir deux variables, température, pression, comme dans l'exemple que j'ai donné, mais des millions de variables. Encore une fois, pensez à une image. Une image, vous avez 1000 fois 1000 points, des pixels, qui peuvent être noir, 0, blanc, 1. Donc vous avez de l'ordre d'1 million de variables. La x, je le représente comme étant toutes ces variables. Et donc un point x, c'est comme précédemment un point. Un exemple, c'est un point dans un espace, sauf que vous n'allez pas avoir deux axes ou trois axes, vous avez 1 million d'axes parce que vous avez 1 million de dimensions. Alors pourquoi est-ce que ça complique beaucoup le problème? Donc la question qu'on se pose ici, c'est de savoir est-ce que c'est un chien ou un chat? Donc on va prendre des exemples. Voilà des exemples de chats, donc hop, vous avez 3 points, ces 3 points, ça correspond à des chats. Là, vous avez 3 autres points, ça correspond à des chiens. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir trouver, si vous avez un X ici, quel est le plus proche voisin. Or, le problème que vous allez rencontrer, c'est que le plus proche voisin de cette image, il n'est pas proche, il est très loin. Avoir un proche voisin, ça voudrait dire avoir une autre image dont tous les pixels sont quasiment les mêmes. Donc on peut se demander combien de points il me faudrait, combien d'exemples, pour que la distance soit de l'ordre de 1/10. Chaque fois que vous bougez de 1/10, il vous faut un exemple. Donc vous allez bouger de 1/10 dans cette direction, il vous en faut 10, fois 10, fois 10. Vous avez combien de directions, de dimensions? 100, 1000, 1 million. Donc ça va être 10 à la dimension d, à la puissance d, pardon, où d c'est le nombre de dimensions. Si vous prenez pour d 80, vous avez 10 puissance 80. 10 puissance 80, c'est déjà plus que le nombre d'atomes dans l'univers.
Mais D, ça ne va pas être 80, ça va être plutôt 1 million. Donc vous voyez immédiatement que le nombre de données qu'il vous faudrait pour simplement aller prendre la donnée la plus proche pour trouver la réponse est au-delà de chiffres astronomiques. C'est complètement fou. Donc ça ne marchera pas. Du coup, comment ça se fait que les algorithmes d'apprentissage fonctionnent? Ça veut dire qu'il existe une forme de régularité qui est beaucoup, beaucoup plus forte que simplement dire localement les choses sont régulières. Et tout le problème de l'apprentissage d'une certaine manière, c'est de découvrir ces sources de régularité et de créer des algorithmes qui peuvent les exploiter de manière à trouver la bonne réponse avec le moins d'exemples possible. Alors, une des premières idées qui peut venir à l'esprit, c'est de se dire, après tout, OK, j'ai 1 million de variables, mais finalement, mes données, elles n'ont pas besoin d'autant de variables pour être décrites. Si ça se trouve, je vais pouvoir réduire la dimension du problème en éliminant beaucoup de variables. Et je vais peut-être, potentiellement, éliminer ce qu'on appelle cette malédiction de la dimensionnalité. Alors, est-ce que ça marche? En tout cas, ça fait du sens. Si vous prenez une image comme ça, X, qui est cette image de bateau, si vous prenez un point de l'image, eh bien, je suis tombé sur le ciel, il est gris, le voisin, il est aussi gris, le voisin, il est encore gris. C'est un peu bête de coder gris, 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 gris. Tout ça, c'est pareil, donc je devrais pouvoir réduire le nombre de paramètres qui décrit une image. Donc ça, c'est l'idée de ce qu'on appelle des représentations parcimonieuses, où l'idée, ça consiste à prendre les données et faire une sorte de changement de variables, donc de les décrire d'une autre façon, avec des nouvelles variables, mais qui, elles, vont être quasiment toutes nulles, sauf quelques-unes qui apportent en quelque sorte l'innovation, en quelque sorte qui concentrent l'information. Et si vous n'avez pas beaucoup de variables qui sont comme ceci non nulles, eh bien vous vous retrouvez en beaucoup plus basse dimension, donc potentiellement, vous pouvez espérer éviter cette malédiction de la dimensionnalité. Alors ça, ce sont des idées qui sont assez naturelles, et donc la question qui vient immédiatement après, c'est comment structurer ce changement de variable. Il y a une autre idée qui apparaît absolument partout en science, c'est le fait que quand vous avez des phénomènes très complexes, on peut séparer les phénomènes à différentes échelles. Si vous faites de la physique, typiquement vous allez plutôt de la physique quantique, vous allez travailler au niveau du nanomètre, ou vous allez faire de la chimie, où vous allez travailler à une échelle un peu au-dessus. Vous faites de la biologie, vous êtes à une échelle macroscopique, des géosciences beaucoup plus larges, voire de l'astrophysique. Pourquoi est-ce qu'on sépare comme ceci ces phénomènes, ces échelles? Parce qu'il y a des phénomènes différents qui apparaissent aux différentes échelles. Ça, c'est le genre de choses qui existent aussi sur des images. Et donc, au lieu de se dire une image, c'est un bloc de données comme ça, on peut essayer de séparer les phénomènes à différentes échelles et de les analyser séparément. Alors là, il y a eu beaucoup de recherches en mathématiques autour de ce thème, avec ce qu'on appelle des transformés en ondelettes. Et l'idée est la suivante. L'idée, c'est de se dire, on va prendre l'information et on va l'exploser en échelles différentes en envoyant des petites ondes sur l'image qui essentiellement va décrire les variations locales de l'image à différentes échelles. Donc ça, les variations locales à échelle très fine, ça va vous donner en quelque sorte les contours de l'image à échelle très fine. Vous avez des cartes de contours et vous voyez en noir les points qui ne sont pas négligeables le long des contours, en blanc les coefficients qui sont quasiment zéro. La plupart des coefficients sont zéro, donc vous avez bien quelque chose de parcimonieux. Et puis vous pouvez faire ça à différentes échelles. Ça, c'est en quelque sorte les contours des très grandes structures. Donc, à partir de là, on peut avoir des algorithmes qui vont calculer ce genre de choses. Et pourquoi je le mentionne, c'est qu'on va retrouver des structures qu'on va voir apparaître dans les réseaux de neurones. C'est ce qu'on appelle des cascades de filtres qui vont calculer ce genre de choses. Alors, dans les années 90, dans ce domaine qu'on appelle plutôt le traitement du signal, les questions que les gens se sont posées, c'est comment est-ce qu'on peut exploiter ce type de représentation pour comprimer les données. C'est-à-dire prendre une image, la représenter avec beaucoup moins de bits sur votre disque dur ou pour pouvoir la transmettre plus efficacement. Et effectivement, si vous êtes capable d'obtenir des représentations parcimonieuses, par exemple avec ces ondelettes, vous pouvez comprimer. Et cette image, elle a été obtenue avec 40 fois moins de bits que celle-là. C'est ce qu'on appelle le standard JPEG 2000. Et donc, on arrive effectivement à bien comprimer l'information.
Alors il y a eu toutes sortes de choses faites à partir de là, des très jolies applications, notamment pour restaurer des images, ce qui est important par exemple en imagerie médicale. Si vous ne voulez pas irradier votre patient en permanence avec des rayons X, ce que vous aimeriez, c'est obtenir le moins de mesures possible. Donc voilà quelques mesures d'une image. Et à partir de ces quelques mesures, est-ce que vous êtes capable de reconstruire l'image dans son ensemble? Eh bien, la réponse c'est oui. Oui, pourquoi? Parce qu'au fond, cette image, elle n'a pas tellement de degrés de liberté, elle a une représentation parcimonieuse, donc le nombre de mesures que vous avez là est suffisante pour l'identifier et la reconstruire. Super. Donc, on est capable de réduire la dimensionnalité. On est capable, mais on la réduit par un facteur quoi? 10, 100. Facteur 100, ça veut dire que vous aviez 1 million de variables et il vous en reste 10 000. Mais 10 000, c'est beaucoup trop grand, puisqu'on a vu, au-delà de 100, vous êtes dans un monde extraordinairement énorme. Donc, ça ne va pas être suffisant. Ce genre d'idée n'est pas du tout suffisante pour accéder à la réponse de questions quand vous avez des données en très grande dimension. Donc, les algorithmes et toute cette communauté d'apprentissage statistique est partie dans une autre direction. Pour être capable d'éliminer cette malédiction de la dimensionnalité, ce que j'ai dit, l'idée, c'est d'essayer d'identifier les frontières. Donc l'idée, c'est de dire, je vais essayer de trouver à nouveau un changement de cette représentation, tel que, par miracle, la frontière devienne toute plate. Si la frontière devient toute plate, alors par exemple, si j'ai deux classes, les chiens, les chats, tout ce qui va me suffire après avoir fait ce changement de représentation, c'est d'identifier la frontière, donc le grand plan qui va séparer en deux, et puis de dire si je suis à gauche, je suis un chat, à droite, un chien. Donc en sous-jacent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai trouvé une direction discriminante pour aller des chats vers les chiens. Alors si vous prenez un exemple, vous voulez savoir si vous avez une photo avec un camion de pompiers ou une voiture quelconque. La photo, vous voyez, elle peut être extraordinairement complexe. Mais il y a une façon très simple de procéder. Vous prenez la photo et vous comptez le nombre de points rouges. Si vous comptez le nombre de points rouges et que vous en avez beaucoup, il y a des chances pour que ce soit un camion de pompiers. Si vous n'en avez pas beaucoup, c'est probablement une voiture normale. Alors, c'est peut-être naïf, mais ça risque de marcher dans 80-90% des cas. Et donc, le nombre de points rouges, c'est la direction que vous avez prise pour séparer vos données. Donc, dans ce cas-là, ça peut très bien marcher. Le problème, c'est que distinguer encore une fois un chat d'un chien, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'un chien, ça peut être un chihuahua ou ça peut être un berger allemand ou un doberman. Les chats, maintenant, vous en avez des énormes de 15 kg et des tout petits, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Vous n'allez pas trouver un simple critère comme ça. Donc, le changement de variable est difficile. Mais supposons qu'on ait le changement de variable. Comment on peut interpréter la façon de mettre ce plan? D'accord? Cette espèce de plan séparateur entre les deux. L'idée est la suivante. Un plan comme ceci, il est caractérisé par la direction orthogonale, j'avais dit, la direction discriminante, qui va être définie par un certain nombre de paramètres. Ça veut dire quoi, savoir si un point est à gauche ou à droite? La manière dont on va le savoir, c'est qu'on va prendre les données, on va le projeter dans cette direction, ce qui revient à faire une moyenne pondérée des données avec les paramètres du vecteur orthogonal. Et donc, vous pouvez le voir en quelque sorte comme un vote. Vous avez des données que vous avez réorganisées. Chaque donnée vous donne une information assez pauvre sur le fait d'être à gauche ou à droite. Et ce que vous faites, c'est un vote global pondéré par les coefficients. Si le vote est plus grand que B, hop, vous êtes un chat. Sinon, vous êtes un chien. Donc, ce genre de choses, ça va marcher si vous faites voter pas trop d'éléments. Donc ça, c'est l'idée du rasoir d'Occam, normalement, en sciences, où on dit, pour être capable d'avoir une bonne capacité de généralisation, a priori, il ne faut pas faire trop d'hypothèses, il ne faut pas utiliser trop de paramètres, et donc, a priori, il va falloir faire des sommes pondérées sur des domaines pas trop grands. Maintenant, on verra que ça, ce n'est pas très vrai en général, et puis surtout, le problème qui se pose, c'est comment trouver ce fameux changement de variable, cette espèce de transformation qui prend un problème horriblement compliqué et le transforme en un problème très simple, où la frontière, c'est simplement un plan
qui séparent les données. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a une façon, vous avez beaucoup d'informations a priori sur le problème. Par exemple, vous savez qu'il y a des structures, vous allez regarder les oreilles des chiens, des chats, leur museau, leurs poils, etc. Vous allez construire des variables qui sont des descriptions de tout ça, et puis à partir de ces variables, essayer de caractériser le problème. Alors, rien que dans le problème à nouveau des chiens, des chats, mais je pourrais parler de la parole, je pourrais parler de la médecine, etc. En fait, la plupart du temps, les idées qu'on a sur les descripteurs, elles ne sont pas suffisantes. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut apprendre ces descripteurs? Et apprendre ces descripteurs, donc ce fameux changement de variable, c'est exactement ce que les réseaux de neurones vont faire. Donc vous n'avez plus besoin de mettre à la main les descripteurs, mais vous les apprenez. Alors qu'est-ce que c'est qu'un neurone? Un neurone, c'est un neurone artificiel, c'est une modélisation très simple qui a été introduite dans les années 50 par McCulloch pour modéliser des neurones d'une grenouille. Et donc, le modèle, il est très simpliste. On a un certain nombre d'entrées, d'accord? C'est les variables de vos données, V1, V2, Vm. Chacune de ces données, comme précédemment, vous allez la multiplier par un facteur W1, Wm, c'est-à-dire vous allez faire voter vos données, vous sommez le tout, et si le vote est plus grand qu'un seuil B, eh bien, vous allez donner la sortie, moins B, et si le vote est au-dessous du seuil B, vous sortez 0. Donc votre neurone, très souvent, il ne va pas être activé, il ne va pas répondre si jamais le vote n'est pas suffisamment large, mais par contre, il va répondre dans l'autre cas. Donc un petit neurone, on peut le voir comme ça, c'est un ensemble d'entrées que vous pouvez assimiler à des dendrites d'un neurone biologique, et puis vous avez une sortie qui est, dans le cas de la biologie, l'axone, qui va être ici symbolisé comme ça. Alors, un neurone tout seul, ce n'est pas très puissant, mais le jour où vous prenez un neurone et vous commencez à l'organiser en réseau pour faire un réseau de neurones, c'est là qu'on peut avoir des algorithmes et des machines remarquablement puissantes. Alors, comment est-ce qu'on organise ces neurones dans un réseau de neurones? La façon la plus classique, c'est de l'organiser sous forme de couches. C'est-à-dire vous allez avoir toute une série de neurones dans la première couche qui vont prendre en entrée les données X, d'accord, et qui vont avoir une sortie. Maintenant, ces sorties, elles vont être redispatchées à toute une famille de neurones dans une deuxième couche. Donc, le neurone ici, il n'est pas simplement en lien avec celui-là, mais avec plein d'autres, qui eux-mêmes vont donner une sortie. Vous pouvez faire ça plein de fois, jusqu'à la fin, où là, vous avez votre fameuse représentation, qui va être recombinée linéairement. Vous allez avoir un vote final pour avoir la réponse. Donc, en quelque sorte, vous pouvez voir ce réseau de neurones comme étant un système qui va apprendre votre fameux changement de variable de façon à ce qu'à la fin, une simple combinaison linéaire vous donne votre réponse. Alors, l'apprentissage, c'est le même que précédemment. Vous avez des paramètres. Les paramètres, c'est quoi? C'est les poids de chacun de vos neurones. Et vos paramètres, vous allez les optimiser de manière à ce que votre réseau de neurones vous donne la bonne réponse sur les exemples qui vous ont été donnés pour faire l'entraînement. D'accord? Et donc là, vous avez un problème d'optimisation et il y a une forme de miracle qui se passe, c'est-à-dire que des algorithmes simples qu'on appelle de descente de gradient arrivent à donner des bonnes réponses, alors que d'un point de vue mathématique, on ne comprend pas pourquoi, parce que quand vous descendez comme ça, vous devriez vous retrouver bloqué dans des minima locaux, ce qui semble pas être trop le cas, au sens où ces minima locaux sont des bonnes réponses. Donc là, il y a beaucoup de mystères sur pourquoi est-ce que ça marche bien. Maintenant, on peut avoir l'impression que du coup, on a une espèce de machine complètement autonome qui est capable d'apprendre sans rien. C'est-à-dire, on peut avoir l'impression d'avoir un point de vue complètement empirique où ce sont les données qui gouvernent tout l'apprentissage. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que ces neurones, ils sont organisés avec une certaine architecture et toute l'information a priori que vous mettez dans le problème, c'est dans l'organisation de l'architecture. Si vous prenez une architecture brutale où tout le monde est connecté avec tout le monde, ça n'apprend rien, ça ne marche pas. Et c'est là que vous avez eu ces très jolis résultats qui ont été introduits par Yann Lequin, où essentiellement ce qu'il a proposé,
c'est une façon de structurer ces réseaux de neurones. Alors, l'idée, c'est que si vous avez une image, par exemple, et que vous voulez reconnaître un objet, ben, si l'objet est là ou si l'objet est là, c'est toujours le même objet. Donc, si vous voulez regarder les paramètres du réseau ici ou ici, il n'y a pas de raison pour qu'ils soient différents, parce que vous ne savez pas où est l'objet. Donc, première simplification, quand vous avez un neurone, eh bien, les poids, qu'ils soient ici ou ici, vont être les mêmes, vont être invariants par translation. Deuxième élément qui va être important, c'est qu'au lieu de prendre une ou deux couches, on va prendre beaucoup de couches. Et donc, la couche suivante, vous allez avoir à nouveau des neurones avec des poids qui vont être les mêmes, quelle que soit la position, mais qui vont prendre toutes ces entrées et vont calculer les filtres, etc., jusqu'à la dernière couche, où vous allez avoir une combinaison et une sortie. Alors, ce qui est impressionnant dans ces réseaux, c'est que maintenant, vous avez des centaines de millions, voire des milliards de paramètres à l'intérieur d'un réseau de neurones, alors que l'image elle-même en a beaucoup moins, typiquement de l'ordre d'1 million de paramètres. Ce qui a été très surprenant, c'est que non seulement ça marche au sens où, après l'entraînement, ces réseaux sont capables de généraliser et donc maintenant de reconnaître des visages humains mieux que nous-mêmes, de reconnaître le son, de séparer des sons, de jouer au Go mieux que le champion du monde, etc. Mais en plus, il y a quelque chose de générique. C'est-à-dire le même genre d'architecture semble fonctionner pour des images, pour des sons, pour des jeux de Go, pour faire de la physique quantique, pour travailler sur des problèmes de biologie. Donc quand vous voyez une structure qui a des propriétés comme ça aussi génériques, la question que vous vous posez évidemment, c'est d'où sort cette généralité et comment est-ce que ça peut se comprendre d'un point de vue mathématique. Alors, avant de passer à ça, je voudrais vous montrer des exemples. Donc ça, c'est typiquement ce qu'une voiture autonome va faire. En temps réel, vous avez une petite chip maintenant qui est à l'intérieur, qui contient un réseau de neurones profonds, qui en temps réel va détecter les différents segments de la route, les passants, prévoir potentiellement si un passant risque de traverser la route, etc. Donc, ça se retrouve. En fait, actuellement, dès que vous avez suffisamment de données, et ça, c'est souvent un problème, vous avez quasi systématiquement, ce n'est pas toujours le cas, mais très très souvent, des réseaux de neurones profonds qui ont l'état de l'art dans la plupart des domaines de l'apprentissage statistique. Donc, si je reviens sur mon point de vue mathématique, ça veut dire quoi que le réseau de neurones fonctionne? Ça veut dire qu'il a été capable de créer une dernière couche où une simple combinaison linéaire vous donne la réponse. Ça veut dire qu'il a été capable d'aplatir les frontières entre les différentes classes. Et donc la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ces réseaux de neurones sont capables d'aplatir la frontière? Alors je vous ai parlé d'échelle. Je vous ai dit, il y a un des principes assez importants en science, c'est de séparer les phénomènes à travers les échelles. Ça, on le retrouve ici. Pourquoi? Parce que vous voyez, un point ici, il a été calculé à partir des paramètres très locaux, mais comme on va cascader les calculs, ici, vous allez calculer des paramètres à partir d'un environnement beaucoup plus grand. Vous avez une cascade de filtres, un peu comme on avait dans le cas de cette transformer en ondelette, sauf que ici, vous avez des choses très non linéaires, c'est cette espèce de seuil dont je vous ai parlé. Deuxième observation, quand vous allez regarder les propriétés des réponses des neurones et que vous dirigez vers des couches beaucoup plus profondes, vous avez des neurones qui répondent un peu comme ce qu'on appelle des neurones grand-mère en biologie. Qu'est-ce que c'est des neurones ou des petits réseaux de neurones grand-mère? C'est des neurones qui sont très spécialisés, qui vont répondre si votre grand-mère est présente, quel que soit ce que fait la grand-mère, quelle que soit son expression, etc., mais qui ne répondront pas si c'est quoi que ce soit d'autre. Et donc, il semblerait que dans le système perceptuel, vous avez des réseaux qui deviennent de plus en plus invariants, c'est-à-dire qui ne réagissent pas par rapport à toutes sortes de variabilités, mais qui sont très spécialisés sur reconnaissance, par exemple, de voitures, de camions, etc. Donc on voit apparaître cette notion d'invariance, c'est-à-dire se protéger par rapport à des variabilités qui n'ont pas d'information. Et ça, c'est une notion qui est très classique en mathématiques. Alors je vais juste vous donner une idée du type
de questions qu'on peut se poser, par exemple en maths, autour de ce genre de choses. Donc je l'ai dit, au départ, le problème est le suivant. Vous avez deux classes, vous avez une frontière qui est potentiellement horriblement compliquée, et vous voulez trouver ce fameux changement de variable qui est implémenté par vos réseaux de neurones qui va l'aplatir. Alors comment on peut penser ce genre de problème? On peut faire un saut conceptuel qu'on a l'habitude de faire en physique. Au lieu de regarder les points indépendamment, on a envie de regarder comment est-ce que les points bougent. Et comment est-ce qu'un point x va aller vers un autre point x' avec un espèce de transport, avec une espèce de transformation qui va me prendre le point et va l'amener ici. Parmi toutes ces transformations, il y en a des un peu plus particulières qu'on appelle des symétries. Qu'est-ce que c'est qu'une symétrie? C'est une transformation qui ne va pas changer le résultat. Donc ici, ça veut dire que si vous avez un chat, je vais le transformer en chat, un chien va être transformé en chien. D'une façon générale, c'est une transformation qui ne va pas changer la réponse à la question. Donc, du coup, la réponse devient ce qu'on appelle invariante par rapport au problème. Alors, cette idée de symétrie, vous la connaissez tous. Si vous prenez par exemple un carré, si vous tournez votre carré de 90 degrés, vous avez toujours un carré de 180 degrés, pareil. Mais si vous le tournez de 45 degrés, ce n'est pas le même carré. Par contre, si vous prenez un cercle, n'importe quelle rotation le préserve. Donc, un cercle, c'est beaucoup plus symétrique d'une certaine façon qu'un carré. Cette idée d'utiliser cette notion de symétrie pour analyser des propriétés de phénomènes comme ça, elle est due à Galois, qui était un jeune mathématicien. C'est l'histoire romantique des maths, parce qu'il est mort dans un duel pour la femme qu'il aimait. Donc ça plaît beaucoup aux matheux de raconter cette histoire, donc je vous la raconte. Et donc il est mort à, je crois, 21 ans. Et dans la nuit juste avant le duel, et c'est peut-être pour ça qu'il est mort d'ailleurs, il a rédigé son testament mathématique dans lequel il décrit la théorie des groupes et la base de tout ça. Et l'idée est la suivante. À l'époque, il n'avait évidemment rien à voir avec la détection de chiens et de chats. Le problème, c'était trouver les solutions d'une équation du 5e degré. Et d'essayer de démontrer qu'il n'est pas possible de trouver une telle solution avec une formule mathématique avec des radicaux, comme on peut le faire avec une équation du second degré. Et au lieu d'essayer de s'attaquer à l'équation et de trouver la façon de la résoudre, l'idée de Galois, ça a été de se dire, si je prends une solution et une autre solution, et que je regarde la transformation qui m'amène d'une solution à la deuxième solution, eh bien, je vais essayer d'analyser ces transformations. C'est ce qu'on appelle donc des symétries, c'est des transformations qui préservent la réponse, c'est-à-dire la racine de la solution. Et il a réalisé qu'en analysant ces symétries, on est capable de caractériser beaucoup mieux les propriétés de l'équation. Mais là, c'est le même point de vue. En essayant d'analyser les symétries, on est capable de voir comment aplatir la frontière. Pourquoi? Parce que si vous prenez ces transformations qui préservent les réponses et que tout d'un coup, ces transformations elles deviennent toutes parallèles, eh bien vous savez que le plan ou la frontière qui va les séparer, ça va devenir un plan. Donc le problème, d'une certaine manière, on peut le voir comme quelles sont les symétries et comment aplatir ces symétries. Alors, quel genre de symétrie on peut avoir dans un problème comme ça? Eh bien, par exemple, je vous ai donné l'exemple des chiffres, reconnaissance de chiffres. Vous prenez un objet, vous le translatez, c'est toujours le même objet. Donc, la réponse est invariante par translation. Ça veut dire que vous avez toutes sortes de translations qui ne vont pas changer votre réponse. Si vous prenez une image, par exemple un tableau, et si au lieu de le translater, vous le déformez légèrement, ce que vous voyez, c'est que le tableau, vous pouvez toujours le reconnaître. Si par contre, vous le déformez trop, vous passez d'un tableau à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les petites déformations préservent la réponse et donc sont des symétries du problème, et vous en avez beaucoup. Donc on a des informations a priori, et on peut relier ce genre d'informations à la structure du réseau. Donc, le type de question à partir de là, par exemple, qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de tout apprendre, ou est-ce qu'on peut utiliser, et là on revient dans cette espèce de balancier entre rationalisme et empirisme, est-ce que finalement on peut utiliser l'information qu'on a sur le monde pour structurer le problème plutôt que d'attendre que les données nous donnent la réponse? Et la réponse c'est oui, parce qu'on connaît beaucoup de choses sur le monde, et donc on sait notamment que la translation c'est très important, il y a un monde géométrique autour de nous, les choses vont se déformer, vont tourner, etc. Et donc d'une certaine manière on peut l'incorporer.
Et comment on l'incorpore? Eh bien, on l'incorpore à travers l'architecture sous-jacente. Alors, à partir de là, toutes sortes de recherches peuvent être menées. Quelles sont les propriétés des filtres? Pourquoi est-ce que ces filtres ont telle structure? Ce que j'ai dit, c'est qu'a priori, ces filtres font de la séparation d'échelles, séparent des phénomènes à différentes échelles. Donc, après tout, pourquoi pas mettre des ondelettes et faire des cascades avec des ondelettes? Donc ça, c'est par exemple le genre de choses sur lequel j'ai travaillé, mais il y a beaucoup d'autres approches sur ce genre de phénomène. Ceci étant, si vous prenez des phénomènes qui en apparence sont complètement différents de phénomènes comme les chiens et les chats, si par exemple vous considérez un problème qui est trouver l'énergie d'une molécule en chimie à partir d'un calcul quantique, est-ce qu'un réseau de neurones comme ça peut le faire? La réponse assez surprenante, qui a été établie par des groupes de chercheurs, puis petit à petit, il y a une communauté qui s'est construite autour de ça, c'est que oui, non seulement oui, mais avec le même type de structure que les réseaux de neurones utilisés pour les chiens et les chats. Et alors pourquoi? Parce qu'au fond, le problème est très similaire. Si vous prenez une molécule, vous la translatez, son énergie, elle ne va pas changer. Si vous prenez une molécule, vous la tournez, son énergie, elle ne va pas changer. Si vous prenez une molécule et vous la déformez légèrement, son énergie, elle ne va pas trop changer. Donc vous avez le même type de symétries qui sont au cœur du problème. À partir de ces symétries, vous pouvez construire votre réseau de neurones. Là, en l'occurrence, on l'a construit avec des ondelettes. Et à partir de ça, vous pouvez faire un calcul de l'énergie quantique. Alors, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Dans ce cas-là, on comprend par exemple le réseau. On l'a entièrement construit à la main. Ce qu'on ne comprend pas du tout, c'est pourquoi ça marche aussi bien. Comment ça se fait que les solutions des équations de Schrödinger à n corps ont une régularité qui font que les solutions peuvent être interpolées, peuvent être régressées avec un réseau de neurones qui a ce type de structure? Et donc ça, c'est le genre de questions qu'on va se poser. Et ça, c'est le genre de questions qu'on peut se poser aussi en physique statistique, c'est-à-dire de faire le lien entre les équations fondamentales et les phénomènes macroscopiques et de comprendre cette espèce d'aller-retour qui fait qu'en regardant les propriétés macroscopiques, il y a quelque chose de simplifié, bien qu'éventuellement, au niveau fondamental, ce soit très compliqué. Alors là, c'est des exemples où finalement le réseau était entièrement structuré à la main avec des ondelettes. Ça ne va pas du tout marcher quand vous avez des problèmes plus complexes, comme de la reconnaissance d'images avec des tas de structures macroscopiques. Donc là, il s'agit par exemple de reconnaître à la fois que vous avez un chien, mais que vous avez aussi des cerises. Et vous voyez, ce sont des images qui sont très compliquées. Ça, c'est une base de données qu'on appelle ImageNet, avec quelques millions d'exemples, un millier de classes. Et actuellement, les réseaux de neurones ont des erreurs qui sont de l'ordre de 3%, c'est-à-dire que font mieux qu'un œil humain là-dessus, où les erreurs sont de l'ordre de 5%. Alors les erreurs ne sont pas du tout les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on va faire des erreurs? Typiquement, vous n'avez pas forcément l'habitude des chats de Madagascar. Donc si vous n'en avez pas l'habitude, eh bien, vous allez faire des erreurs sur le chat de Madagascar. Mais ceci étant, on arrive à des performances qui sont tout à fait étonnantes et tout à fait inimaginables il y a 10 ans. Il y a 10 ans, si on m'avait posé la question combien de temps il faudra pour arriver à ce stade, je dis peut-être 50, 100 ans. Or non, ça s'est accéléré très très vite. Et donc la question c'est, qu'est-ce que le réseau de neurones a appris? Comment ça se fait qu'il est capable de capturer des structures comme ça? Alors je voudrais finir sur la question d'explication. Il y a un des gros problèmes actuellement en traitement de données, plus particulièrement sur ces algorithmes très compliqués que sont les réseaux de neurones, c'est ce qu'on appelle le problème de la boîte noire, c'est-à-dire qu'on a un résultat, le résultat, on peut le tester statistiquement, mais on ne sait pas pourquoi le système a obtenu ce résultat. Alors on peut se dire éventuellement, si le résultat est précis, on s'en fout. En fait, non. On ne s'en fout pas toujours parce qu'il y a des applications qui nécessitent absolument d'avoir une explication a posteriori. Par exemple, ce type de réseaux ont été utilisés aux États-Unis pour calculer des indicateurs sur la probabilité qu'un prisonnier qui sort de prison fasse une récidive. Et cet indicateur était donné au jury qui devait décider de la sortie de prison. Or, le problème qui se passe, c'est quand vous avez un indicateur comme ça,
c'est très difficile psychologiquement pour le jury d'aller contre, parce que ça veut dire que si l'indicateur dit qu'il y a une forte probabilité de récidive et que le jury décide qu'il sorte, à ce moment-là, il prend une responsabilité totale au moment de la sortie. Donc, on a observé que les jurys avaient tendance à suivre du coup ces indicateurs qui avaient beaucoup plus de puissance que ce qui était imaginé au départ, au sens beaucoup plus d'influence. Et on s'est retrouvé devant un cas où un des prisonniers avait un comportement en apparence irréprochable et donc a demandé pourquoi, et a demandé un droit de recours. Et au moment du droit de recours, donc du coup le jury s'est retourné vers la société qui avait produit ces indicateurs. Ces indicateurs étaient produits par des réseaux de neurones profonds et donc ils ont répondu à nous, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça marche. Oui, mais ça, ce n'est pas une réponse légale. Vous devez avoir un droit de recours et d'être capable de justifier. Ce qui est tout à fait normal et important. Pourquoi c'est important? Parce que ces réseaux de neurones peuvent avoir des biais. Et des biais très profonds, dus à quoi? Dû au fait que les données que vous donnez peuvent être complètement biaisées. Par exemple, si vous ne faites pas attention et que certains prisonniers appartiennent à une ethnie en particulier plutôt qu'une autre, ça peut complètement biaiser les résultats, qui fait que si vous êtes noir ou blanc, le réseau de neurones ne va pas du tout réagir de la même façon. Donc, pour pouvoir comprendre ces biais, il faut pouvoir expliquer. Et expliquer, actuellement, on n'est pas capable de le faire. D'une certaine manière, vous pouvez voir ces systèmes un peu comme des sortes d'intelligence inconsciente. Vous-même, vous êtes, ou moi-même, quasiment incapable d'expliquer le pourquoi de la plupart de nos décisions. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des histoires qui sont associées, des histoires explicatives, mais potentiellement, cette histoire n'a absolument rien à voir avec la vraie raison. Vous avez des expériences comme ça qui sont faites, où vous avez des gens dont le cerveau gauche et le cerveau droit sont coupés, et on montre je me souviens d'une expérience d'ailleurs qui est sur vidéo sur Internet, où on montre à la personne avec son œil gauche une maison, avec l'œil droit, il voit, le champ de vision, un marteau. Donc l'œil gauche est en lien avec le cerveau droit, donc le cerveau de la parole, donc on lui demande qu'est-ce qu'il a vu, et il répond donc ce qu'il a vu avec, je ne me souviens plus l'un ou l'autre, une maison, disons. Et donc ensuite, on lui demande pourquoi. Et on lui demande, excusez-moi, après, à quoi ça lui fait penser. Donc il réfléchit, puis au bout d'un moment, il dit un marteau. Alors, il demande pourquoi, et la personne réfléchit, et dit ah, parce que j'ai vu une petite fille il n'y a pas longtemps qui s'approchait d'une maison avec un marteau, et donc j'ai pensé par association d'idées. Non, pas du tout, c'est parce qu'il l'a vu. Et donc il n'a absolument pas du tout, comme on le fait la plupart du temps, analysé ce qui se passe dans son cerveau inconscient, et c'est le même genre de phénomène qu'on rencontre ici. Alors, n'empêche qu'on ne peut pas s'arrêter à ça, parce que, évidemment, c'est un frein considérable, non seulement aux applications, ça pose beaucoup de questions éthiques. D'une certaine manière, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de mettre un système explicatif au-dessus. Un système explicatif qui serait capable de communiquer avec l'extérieur. Et quand on commence à penser système explicatif au-dessus d'un système inconscient, on commence d'une manière ou d'une autre à parler d'une certaine forme de conscience. Et là, il y a beaucoup de recherches actuellement qui vont dans cette direction. D'une certaine manière, la conscience, c'est le lieu de l'inférence, c'est le lieu de la logique. Et donc, les questions qui se posent actuellement beaucoup, c'est de comprendre comment créer ce lien avec d'un côté ce système entièrement ou surtout basé sur des données et une architecture au départ, et un système logique qui pourrait être un système explicatif. Alors, les applications, c'est évidemment cette problématique d'explication de communication, mais c'est aussi le fait que du coup, vous pouvez faire du transfert de connaissances. Ce que vous avez appris dans un cadre, vous pouvez le transférer dans un autre cadre parce que vous avez les mêmes règles qui apparaissent dans un cas et dans l'autre. Donc, potentiellement, être capable de faire ce lien entre d'un côté logique et de l'autre côté cette approche plus géométrique, plus analogique, c'est une façon de réduire considérablement la quantité de données dont on a besoin pour faire de l'apprentissage. Alors, ceci étant, et je voudrais finir là-dessus, cette notion d'explication, elle est plus compliquée qu'il peut y paraître. Quand on pense à des problèmes compliqués, comme par exemple, pourquoi est-ce qu'il y aura potentiellement une tornade au-dessus de l'Australie dans une semaine? Il n'y a pas vraiment de réponse simple.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas 3 raisons, parce qu'il fait beau à Paris, parce que, etc. Non, c'est des milliards de variables qui interagissent. C'est un système extraordinairement compliqué. Et ce n'est qu'en connaissant ces milliards ou ces trilliards de variables qu'on est capable de faire cette prédiction. Autrement dit, il y a des phénomènes qui sont intrinsèquement complexes qu'on ne peut pas réduire à 1, 2 ou 3 variables. Et ces phénomènes, notamment, on les retrouve beaucoup en sciences sociales, en économie. Pourquoi est-ce que l'économie, pourquoi est-ce que la sociologie sont aussi compliquées? C'est que vous avez des systèmes en interaction avec non pas 1, 2, 3 ou 4 variables, mais beaucoup plus. Donc jusqu'à maintenant, les systèmes explicatifs faisaient de la réduction considérable de dimensions en les réduisant à quelques variables, mais une des choses qui est en train d'arriver, et qui va être une perspective très intéressante, c'est de retrouver, d'essayer de voir comment on peut commencer à considérablement complexifier ces systèmes. Donc on va au-delà d'une explication simple, mais qui ont du coup une capacité de modélisation beaucoup plus puissante, non plus dans le domaine des sciences, mais dans le domaine des sciences sociales. Et je finirai là-dessus. Merci beaucoup. Alors, pardon pour les questions, je vais vous demander d'attendre que je vous amène le micro. Et donc, qui a des questions pour Stéphane? Alors, on va commencer à droite. Merci pour l'exposé très clair. Juste, je voulais poser une remarque qui débouche sur une question, c'est sur l'histoire du biais dans les données. Donc effectivement, ça fait référence aux États-Unis, il y a des gens qui ont la peau noire et dans les systèmes-là, on ne leur demande pas la couleur de leur peau, mais on leur demande la dernière fois qu'ils ont eu affaire à la police, on leur demande dans quel quartier ils habitent, etc. Et donc en fait, il y a effectivement des corrélations cachées. C'est-à-dire que si jamais tous ces déterminants dans la grille qu'on leur pose, où ils habitent, est-ce qu'ils ont un cousin qui a dealé de la drogue, etc. Si ces déterminants étaient indépendants, du coup, ça serait naturel de dire qu'ils ont une grosse probabilité de récidive. Mais il y a des corrélations cachées. Et donc, dire que le biais est dans les données, ça me ferait penser un peu à un physicien qui dirait que c'est la faute aux électrons si son expérience ne marche pas. C'est vraiment la faute de l'algorithme, ça n'a rien à voir avec les données. C'est-à-dire que l'algorithme n'est pas capable de démêler des corrélations cachées. Donc voilà, ça c'est ma question, c'est est-ce que vraiment, de répéter comme le fait tout le monde que les biais sont dans les données, parce qu'on voit qu'il y a des systèmes qui sont sexistes, des systèmes qui sont racistes, on voit des systèmes de recommandation qui aux femmes proposent des jobs moins bien payés, etc. Et le fait de se dédouaner pour ces systèmes, de dire « Ah non, c'est le problème dans les données, moi j'y suis pour rien », et en fait, non, 100% de la responsabilité dans le système qui s'appuie sur des corrélations, qui ne sait faire que ça, c'est les systèmes statistiques, et qu'on pourrait très bien imaginer, on ne sait pas les faire, mais on peut les imaginer, des systèmes alternatifs qui sauraient démêler les corrélations, et donc à ce moment-là, on ne dirait plus que le problème est dans les données. Alors, quelle est ta réaction? Alors, ma réaction, déjà, la faute à l'algorithme, je ne sais pas si je le verrai comme ça. L'hypothèse, j'ai expliqué en quoi est-ce qu'on peut dire c'est lié à un biais sur les données. L'hypothèse sous-jacente de ces algorithmes, c'est de dire j'ai un monde de données possibles et les données reflètent un échantillonnage indépendant, c'est-à-dire pris au hasard. Et si jamais vous êtes sous cette hypothèse, alors on peut démontrer qu'il y a convergence, il n'y a pas de biais, etc. Quand on parle de biais, c'est de dire l'échantillonnage n'a pas été au hasard et donc d'une certaine manière s'est retrouvé dans un sous-domaine où il y a des corrélations qui n'auraient pas dû exister. Mais ce qu'on dit quand on dit qu'il y a des biais sur les données, c'est juste une façon de dire l'échantillonnage n'a pas été fait de façon uniforme au hasard. Or, la plupart du temps, en pratique, c'est ce qui se passe. Donc ensuite, on peut interpréter ça par le fait qu'il y a des corrélations cachées dans la manière dont les données ont été obtenues, ce qui est une manière de dire que les données se sont retrouvées dans une sous-partie, etc. C'est plus une notion de langage. Mais oui, je pense, en tout cas, d'un point de vue modélisation et mathématiques, c'est comme ça qu'on le voit. C'est-à-dire qu'on dit, si vous avez un échantillonnage indépendant, alors à ce moment-là, on peut garantir une forme d'apprentissage. Si vous ne l'avez pas, vous savez que vous avez des erreurs et il peut être plus ou moins indépendant et donc en ce sens plus ou moins biaisé. C'est ça que ça veut dire.
Merci. Une question au fond, Merci pour la présentation, ça a été vraiment un plaisir de t'écouter. Il y a une grosse bataille actuellement, il y a des chercheurs qui disent que le symbolique va revenir en dehors de l'explication et qui va un peu compléter les réseaux de neurones. Et puis ma deuxième question, c'est corrélation et causalité. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent que finalement la causalité, c'est quand même un grand trou dans les réseaux de neurones d'un point de vue sémantique. Alors, la réponse de manière est oui dans les deux cas, c'est-à-dire oui, le retour du symbolique, c'est quelque chose, et d'une certaine manière, c'est ce dont je parle à la fin quand je parle du retour de la logique. Le retour du symbolique, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Ça pose beaucoup de questions pour arriver à comprendre comment faire communiquer ces deux choses. De la même manière, la causalité, c'est quelque chose sur lequel maintenant, il y a pas mal de chercheurs qui reviennent. Il y a des conférences entièrement sur comment découvrir la causalité avec une information a priori à partir des données. C'est quelque chose effectivement qui devient très important. Et c'est ça qui est l'intérêt, c'est que finalement, cette espèce ce qu'on voit, c'est encore une fois cette espèce de balancier. On est parti récemment complètement à l'extrême, où tout était complètement empirique et on a totalement abandonné ces notions d'inférence, etc. Et on revient petit à petit de l'autre côté, et ça pose effectivement des très très beaux problèmes de recherche. Et aussi, d'une certaine manière, de philosophie de la connaissance, pour essayer de comprendre vraiment quelle est la nature, dans chacun des cas, de la connaissance qui est posée. Oui, merci pour la présentation qui était vraiment très claire. J'ai peut-être une question qui est partiellement en relation avec celle qui précède. On parle typiquement, quand on donne des exemples de classification avec des réseaux de neurones, des chiens et des chats. Et donc, il faut, je ne sais pas, 10 000 chiens, 10 000 chats pour entraîner le réseau à faire une bonne classification. On sait bien qu'un humain, un petit humain, un bébé, a besoin de beaucoup moins d'exemples. Et donc c'est la problématique d'apprendre avec peu de données. Est-ce que on sait aujourd'hui la nature de l'information qu'exploite un cerveau humain pour se dispenser d'avoir examiné 10 000 chiens, 10 000 chats? Est-ce que c'est lié à cette forme de régularité dont vous parliez? Alors, à la fin de l'histoire, ça c'est l'avantage des maths, c'est que oui, ça doit être lié à une forme de régularité, mais on ne donne pas la réponse laquelle. Mais je ne pourrais pas donner la réponse d'un point de vue biologique. Par contre, d'un point de vue algorithmique, c'est clair que c'est actuellement maintenant un enjeu important. Et il y a une approche qui permet de faire ça. C'est-à-dire, déjà, quand on dit un petit bébé, il n'a pas besoin de beaucoup de données, ce n'est pas aussi clair que ça. Parce qu'il passe ses 3 premières années à se rouler par terre, à mettre des objets dans la bouche, à crier, à interagir, etc. Et donc, des données, il en a beaucoup, beaucoup. Et ce qui est intéressant, si vous prenez toujours l'exemple du bébé, c'est que les données qu'il a, ce n'est pas simplement des yeux, c'est aussi des oreilles, il touche, il sent, etc. Et donc, il y a une correspondance entre tous les sens. Et c'est actuellement une des directions qui est très prometteuse, où on voit déjà des résultats. C'est au lieu de traiter indépendamment la vision, l'audition, etc., c'est de les traiter de façon conjointe. Donc, par exemple, quand vous récupérez des données sur Internet, ça va être très difficile d'avoir des données labellisées qui disent chien, chat, etc. Par contre, vous pouvez avoir des petits textes. Donc, vous avez des informations textuelles. Éventuellement, vous pouvez avoir des sons, etc. et mettre tout ça ensemble. Et l'idée, c'est d'une certaine manière trouver une forme de changement de variable qui va plonger toutes ces données dans le même espace. C'est-à-dire qu'on va pouvoir établir non plus des distances entre des images et d'autres images, mais des images, des sons, du toucher, etc. Donc, oui, c'est un sujet très important. Et alors, d'un point de vue biologique, c'est beaucoup plus compliqué de répondre parce que je pense que donc on voit bien les aires corticales et leur rôle, qu'elles ont des interactions, mais on a du mal à décoder. D'un point de vue purement engineering, c'est super important et vous avez pas mal d'équipes qui actuellement travaillent exactement là-dessus. Vous ne pensez pas qu'il y a un savoir a priori qui est transmis par la biologie, par les gènes? Oui, absolument. Mais ce savoir a priori, c'est le savoir d'une certaine manière qu'on met dans l'architecture. Donc les architectures sont des architectures qui sont dédiées, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il y a quand même besoin de données, mais dès que vous croisez des données, eh bien, vous avez une capacité qui est beaucoup plus forte.
Dans la plupart donc, des algorithmes aujourd'hui dans les réseaux de neurones, ils fournissent une réponse déterministe, alors que nous avons des incertitudes partout. Et est-ce qu'un chemin à suivre ne serait pas associé à la sortie d'un réseau de neurones une quantité qui permettrait donc de mesurer ou d'associer donc l'incertitude sur la réponse? Alors, quand vous dites s'il y a une sortie des approches probabilistes. Oui, mais en fait, c'est pas tout à fait juste qu'il y ait une sortie qui est purement déterministe. Quand vous regardez le cas de la sortie d'un réseau de neurones comme ça multiclasse, ce qui vous sort, c'est les probabilités, ou c'est une estimation des probabilités associées à chacune des classes. Et à la fin, vous avez juste une dernière étape qui dit, je vais dire que c'est la classe 5 parce que c'est la plus grande proba. Mais si vous allez juste avant cette dernière étape où vous prenez le max, eh bien vous avez la distribution de probabilité et donc vous pouvez voir quelles sont les classes qui sont très probables au lieu d'avoir simplement. En fait, la théorie qui est beaucoup développée autour de ces réseaux de neurones est souvent c'est une théorie probabiliste, souvent des approches bayésiennes et donc c'est plutôt dans cet esprit-là. Voilà, donc est-ce qu'il y a une autre question? Très bien, je pense qu'on a posé pas mal de questions. Ah, il y a une dernière. Allez. Excusez-moi, je vais juste poser une question. Vous avez montré qu'on pouvait multiplier les couches de réseaux de neurones. Et il y a un mot qui revient souvent quand je vois ce truc sur l'IA, c'est l'overfitting, justement le problème de... Est-ce que vous pouvez juste remettre sur ce que c'est exactement et si on multiplie les réseaux de neurones, est-ce qu'on a ce problème qui apparaît ou est-ce que c'est pas du tout ce que j'ai compris? Alors, ce qu'on appelle l'overfitting, c'est le fait de trop s'adapter aux données d'entraînement. Donc, imaginez par exemple que vous ayez des points et que vous vouliez avoir une courbe de température. Vous pouvez vous dire, OK, la courbe de température, elle est régulière, donc je vais faire passer quelque chose au milieu, ou vous pouvez passer par chacun des points. Et si vous passez par chacun des points, vous allez faire beaucoup plus d'erreurs que si vous mettez une courbe régulière parce que vous avez trop fité les données en oubliant le fait que le phénomène était régulier. Ça, typiquement, ça se fait quand vous avez trop de paramètres, parce que quand vous avez beaucoup de paramètres, du coup, vous pouvez vous adapter aux données. Et comme les réseaux de neurones ont des centaines de millions de paramètres, normalement, ils devraient complètement overfitter. Et ça, c'était l'attente d'absolument tout le monde. Et on s'est rendu compte que non, ils n'overfitaient pas tellement. Ça dépend des cas. Si on les paramétrise mal, si on les structure mal, ils peuvent overfitter. Et donc là, c'est pareil. Ça fait partie des problèmes qui sont très mal compris. Quand est-ce qu'un réseau overfit? Quand est-ce qu'il overfit pas? Quel est ce phénomène d'adaptivité qui lui permet de ne pas overfitter? C'est un très beau sujet central actuellement dans la recherche. Encore une dernière question ici. Oui, je voudrais revenir sur les problèmes d'éthique et d'inspectabilité et des intelligences artificielles. J'étais hier à la chaire Thales sur les enjeux stratégiques et on parle d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armement. Donc ça devient urgent effectivement de réfléchir à cela, mais même déjà avec les voitures autonomes, comment s'assurer effectivement qu'on aura la possibilité de comprendre qui a programmé et sur quelle base quelque part. Est-il possible d'avoir, je sais pas, une analyse qui permet de dire jusqu'à tel point on peut et au-delà peut-être d'un nombre de couches, ça devient impossible. Et puis question corollaire, est-il envisageable d'intégrer quelque chose qui pourrait ressembler par exemple aux lois d'Asimov? Alors, je vais commencer par la deuxième, je vais revenir sur la première. Les lois d'Asimov, ça c'était intéressant parce que ça a été justement dans les années 60. Ça a été la vision de l'intelligence artificielle symbolique par règle. Et on voit qu'immédiatement, ça amène à des contradictions. C'est d'ailleurs tout le sujet des livres d'Asimov. Et ça n'arrive pas à décrire les choses. Donc, ce n'est pas clair que ce soit une bonne idée de faire un système qui soit basé sur les lois d'Asimov. Et là, on tombe immédiatement sur des problèmes du genre vous êtes en train de conduire une voiture, est-ce que vous allez plutôt écraser un petit enfant ou plutôt le vieillard? Et donc ça, immédiatement, on tombe sur des problèmes indécidables. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un problème? Parce qu'on ne se pose pas la question comme ça. On ne se la pose pas non plus. L'idée, c'est quoi qu'il arrive, on va éviter. Et s'il y a un accident, il y a un accident et je n'aurais pas choisi. Et c'est comme ça que finalement on se résout nous-mêmes le problème. Et donc on voit bien que dès qu'on commence à introduire des règles,
d'une certaine manière, on introduit des problèmes auxquels on ne peut pas répondre et qui sont indécidables et qui ne sont pas forcément les vrais problèmes. Alors, pour revenir par contre à la première question, qu'en est-il des systèmes d'armement? Est-ce qu'on peut contrôler, etc. Et vous disiez, on va arriver à. Il y a des chances pour qu'on ait déjà arrivé à. La preuve étant que, par exemple, le président de Thales, il y a quelques mois, a fait une demande de moratoire sur l'utilisation d'intelligence artificielle sur les systèmes d'armement autonomes. Donc on peut imaginer, pour que le président de Thales demande un moratoire là-dessus, que ça doit exister dans certains endroits, et on voit bien qu'il y a la capacité de le faire. Donc oui, c'est un problème qui est absolument fondamental, mais ça, ce n'est pas un problème qui va être résolu de façon technique. C'est un problème qui va être résolu par des négociations internationales, par des actions civiques. C'est un problème politique, c'est un problème légal. Et autour de tous ces problèmes d'éthique d'IA, très très vite, on sort complètement du domaine technique et on tombe dans des problèmes qui sont effectivement tout à fait fondamentaux de l'utilisation et de l'utilisation bien contrôlée. Je pense qu'on est dans une situation un peu comme on l'était avec l'apparition du nucléaire, avec une technologie qui est extraordinairement puissante, avec dans le cas en tout cas de l'intelligence artificielle, des avantages qui peuvent être fabuleux pour la médecine, pour l'économie d'énergie, pour le transport, mais aussi des dérives qui peuvent faire peur, donc qu'il faut contrôler. Donc je pense que ça, c'est le genre de choses qu'il ne faut justement pas aborder par la peur, mais il faut en être conscient et il faut mettre en place les mécanismes d'adaptivité de manière à ce qu'on ne tombe pas dans ces extrêmes, quoi. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je pense qu'on va remercier Stéphane pour son exposé.